Bienvenue dans le 20h, merci de suivre RTI 1. Tout de suite, les titres. Il est en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur du Royaume d'Espagne séjourne à Abidjan. Il a été reçu aujourd'hui par les autorités ivoiriennes. Il a été question de coopération dans plusieurs domaines d'activité, en tête le secteur sécuritaire. Principale voie maritime d'accès au port d'Abidjan, le canal de Vridi vient d'être rénové. Qu'est-ce qui va changer après l'inauguration prévue ce jeudi 21 février? Quel impact de ce canal nouveau sur les activités portuaires et même sur l'économie nationale? Des réponses dans ce 20h. L'épargne, comment en faire et pourquoi faire? Les économistes sont unanimes, c'est indispensable. Il faut même y consacrer le tiers de son revenu. Le dossier Ecoplus de ce soir est consacré au sujet. Comment épargner? Par quel canal? Et quel profit peut-on en tirer? Nous le saurons en début de journal dans Ecoplus. Les grands partis politiques français se mobilisent contre l'antisémitisme. Le président Emmanuel Macron, qui a vivement dénoncé les actes antisémites, s'exprimera demain soir lors du traditionnel dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir sur RTI 1. Le ministre de l'Intérieur espagnol a rencontré cet après-midi le vice-président ivoirien. Fernando Grande Marlaska Gomez et Daniel Cablon-Duncan ont parlé du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre leurs deux pays, notamment dans les domaines de la migration et de la sécurité. Un peu plus tôt dans la journée, le ministre de l'Intérieur espagnol a été reçu par son homologue ivoirien. La lutte contre la criminalité était au centre de leur rencontre. Abou Sanogo. Le ministre de l'Intérieur du Royaume d'Espagne, Fernando Grande Marlaska Gomez, en visite d'amitié et de travail à Abidjan, reçu par son homologue ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité. Plusieurs thèmes ont été abordés par les deux personnalités, notamment les questions de la migration, de la protection des frontières ivoiriennes, de l'actualisation du projet d'accord en matière de protection civile et de renforcement de la coopération en matière de lutte contre la criminalité entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne. Nous avons parlé, les ministres, de la nécessaire coopération en matière de lutte et de prévention des réseaux de trafic de personnes, de prévention aussi du terrorisme international de type djihadiste. Nous jugeons qu'il est nécessaire d'approfondir dans nos échanges d'informations, dans nos échanges d'expériences, aussi en tenant compte du besoin d'une formation conjointe pour éviter justement l'effet de déstabilisation que tous ces réseaux peuvent avoir dans nos respectives sociétés et pays. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne ne s'est jamais arrêtée de toutes les façons. L'Espagne assiste déjà la Côte d'Ivoire dans le cadre de la gestion des frontières et c'est un domaine dans lequel cette coopération va se renforcer, notamment l'équipement des postes frontières, la formation de nos agents en charge, n'est-ce pas, de l'immigration. Après sa rencontre avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Fernando Grande Marlaska Gomez a été reçu par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Le Royaume d'Espagne entend mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire son expertise en matière de lutte contre la radicalisation dans les prisons. Le Royaume d'Espagne et la Côte d'Ivoire entretiennent d'excellentes relations de coopération depuis 1964. 19 ambassadeurs ivoiriens ont été élevés dans l'ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Des distinctions en reconnaissance de leur mérite au sein de la diplomatie ivoirienne. Le ministère de tutelle souhaite que leur professionnalisme serve d'exemple, notamment aux jeunes générations. Michel Digré. Ils sont 19 ambassadeurs, chefs de mission diplomatique ou de postes consulaires à recevoir les insignes de leur distinction. Parmi eux, l'ambassadeur Ewikoutoua Bernard, décoré commandeur de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Votre parcours professionnel et politique est bien différent des autres récipiendaires de par la richesse et la variété de votre expérience. En effet, ancien ministre du Père de la Nation, le président Félix Houphouët-Boigny,
anciens parlementaires, en vous distinguant aujourd'hui, nous réparons, au nom de Monsieur le Président de la République, une injustice. Les 18 autres récipiendaires ont été élevés au rang d'officiers de l'ordre national. Votre sens des responsabilités vous en valut d'être choisi parmi tant d'autres. Ils font de vous des références, non seulement dans le milieu diplomatique, mais également aux yeux de la nation tout entière. Nous en mesurons d'autant la responsabilité qui est la nôtre et nous entendons nous rendre dignes de la distinction dont nous sommes aujourd'hui l'objet. Nous prenons l'engagement solennel d'honorer les insignes de nos décorations dans les actes de la vie publique comme dans notre vie de tous les jours. Être à la hauteur du prestige reconnu à leur corps en toutes circonstances, un engagement pris, mais bien plus, des valeurs que les récipiendaires entendent enseigner à la nouvelle génération de diplomates ivoiriens. Direction le port d'Abidjan, quel est l'impact de la rénovation du canal de Vridi sur les activités portuaires et même sur l'économie nationale? Principale voie maritime d'accès au port, le canal de Vridi rénové sera inauguré ce jeudi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mahama Traoré. Le port autonome d'Abidjan, c'est 90% des échanges de la Côte d'Ivoire avec l'extérieur et 83% des recettes douanières de l'État. En 2018, le trafic de marchandises s'est chiffré à plus de 24 millions de tonnes. Une place stratégique dans l'économie ivoirienne que le port d'Abidjan doit au canal de Vridi, l'ouvrage qui permet aux navires fréquentant la côte ouest atlantique de rallier la lagune Ébrié où se trouve le port d'Abidjan. Inauguré en février 1951, le canal de Vridi est depuis près de 40 ans inadapté aux évolutions du secteur maritime. Des années 70, face au boom économique, face à la croissance des échanges mondiaux, les armateurs sont lancés dans le gigantisme. Il y a eu ce qu'ils appelaient les navires de deuxième génération, c'est-à-dire des navires qui faisaient environ 350 mètres et avec des tirants d'eau de 14-15 mètres et qui pouvaient transporter 12 000 boîtes, 12 000 conteneurs. Déjà, là, le port d'Abidjan n'était plus update. Il fallait quand même qu'on pense à se remettre à l'ordre du jour. Se remettre à niveau. En 2015, le gouvernement va ainsi lancer les travaux d'élargissement et d'approfondissement de la passe d'entrée du canal de Vridi. Objectif, permettre au port d'Abidjan d'être à nouveau capable d'accueillir les plus grands navires. Les travaux vont s'achever en 2019, coût 130 milliards de francs CFA. Le canal a été dimensionné pour recevoir des navires de deuxième génération, c'est-à-dire des navires qui font jusqu'à 350 mètres de long, avec des tirants d'eau de 15-16 mètres. Mais nous, on a opté pour faire des tirants d'eau de 16 mètres pour anticiper un peu sur le futur. Le canal aujourd'hui, qui sera inauguré, devrait nous faire vivre 150 ans au moins. Quand les infrastructures dans le port seront terminées, le port d'Abidjan pourra recevoir des navires qui vont transporter jusqu'à 12 000 conteneurs contre 3 500 aujourd'hui. Avec le canal de Vridi redimensionné, le port autonome d'Abidjan regagne en compétitivité. Notez que depuis les années 90, il n'y a pas eu d'investissement, de renouvellement, ni de modernisation du port. Ça date. En temps, les ports à côté ont fait des investissements qui nous ont rattrapés, disons, qui n'avancent pas, reculent entre guillemets, parce que les autres sont venus aujourd'hui, ils ont fait des investissements qui font qu'en termes d'infrastructures, ils ont des infrastructures de qualité meilleures que les nôtres. Mais des infrastructures sont en train d'être construites dans le port, notamment le deuxième terminal à conteneurs, le terminal roulier, le port de pêche qui a déjà été inauguré, vous avez le terminal céréalier, le terminal minéralier, le terminal fruitier qui sera modernisé. Toutes ces infrastructures mises en place avec le canal de Vridi élargi tel qu'il est, le port d'Abidjan reprend sa place naturelle de premier de la côte ouest africaine et mieux, nous ambitionnons par ces installations-là, par ces infrastructures, d'être un port principal sur la façade atlantique d'Afrique, en Tanger au Maroc et au Cap en Afrique du Sud. L'inauguration du canal de Vridi élargi et approfondi aura lieu ce jeudi 21 février en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Réunion de coordination et de concertation entre les institutions et organisations régionales. Cette 5e rencontre d'urgence est ouverte ce lundi à Agadir au Maroc. Les discussions se tiennent sur le processus d'intégration économique pour une pêche durable. Hervé Blé. Une concertation pour le renforcement de la coopération institutionnelle. C'est Agadir au Maroc qui accueille la 5e réunion de coordination et de concertation entre les institutions
et organisations régionales de pêche opérant dans la zone COMAFAT. La COMAFAT, c'est la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique. Pour son président, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjumani, il est temps d'impliquer, aux côtés des organisations régionales de gestion de pêche, les communautés économiques régionales. Son objectif, aboutir à une politique intégrée et cohérente de la pêche et de l'aquaculture dans la région. Une gestion régionale des ressources halieutiques contribuera sans nul doute à une pêche durable au bénéfice des communautés de pêche de la région. Une intégration régionale cohérente de la gestion des ressources halieutiques, c'est ce que veut la COMAFAT. Les discussions d'Agadir devraient aboutir à des pistes d'action pour le renforcement de la coopération institutionnelle structurée entre les organisations régionales de pêche, les communautés économiques régionales et les acteurs non étatiques. La conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique, COMAFAT, a été créée en 1989 et regroupe 22 pays allant du Maroc jusqu'à la Namibie. En 2017, 7 262 milliards de francs CFA ont été placés dans les banques ivoiriennes. Le dossier Ecoplus de ce soir s'intéresse à l'épargne. Les économistes conseillent d'épargner le tiers de son revenu. Mais comment y arriver? Comment conserver cette épargne en espèces, en investissement dans le circuit économique ou encore sous forme de placement? Toutes les réponses sur les dimensions sociologiques et aussi économiques de l'épargne avec Francis Boifo dans Ecoplus. Elle fait partie des premières commerçantes du marché Moufette de Yamoussoukro. Venez approchez. 500 francs seulement. Venez, 100 francs aussi, 100 francs. Colette vend ici depuis 1988. 31 ans donc au service des clients. Quand je vends, à la fin, je gagne 20 000, 15 000 par mois. Mais avec les dépenses des enfants, épargner, je ne peux pas. Puis je paie les écoles, puis la nourriture. Épargner, pas évident, même quand on est salarié ou fonctionnaire, avec un revenu régulièrement versé par l'employeur, selon Jean-Claude Kwasi. En Europe, le salaire est destiné aux travailleurs et à sa petite famille. Mais en Afrique, vu la paupérisation avancée, le travailleur est obligé d'aider les membres de sa famille. Normal, soutient ce docteur en sociologie. Baya Kwadio Bouaki explique la dimension sociale de l'épargne. Avoir de l'argent, c'est permettre aux autres aussi de vivre. Ce n'est pas thésauriser, ce n'est pas avoir ça pour soi seulement. Donc épargner, vraiment épargner, pour nous, ce qui fonctionne actuellement, c'est la capacité à investir ça dans nos rapports sociaux. Mais comment parvenir à épargner financièrement sans toutefois s'attirer la colère de son entourage? Autrement dit, comment épargner pour préparer sa retraite en étant généreux? Épargner, c'est se contraindre, soi-même d'abord. Et c'est contraindre un groupe. Il faut se dire deux choses. Si je sauvegarde une partie de mon revenu, ça veut dire que ce que je sauvegarde ne peut plus servir à alimenter mes liens de parenté ou mes rapports ou mes relations aux autres. Donc ça, c'est destiné à une chose, à se faire reproduire en vue d'investir. C'est ça. Puis de faire des formes de coordination à l'intérieur de son espace, de sorte que tout le monde oublie même que vous épargnez votre argent. Plusieurs études ont démontré qu'un travailleur aura besoin d'environ 70% de son revenu brut annuel moyen des 5 dernières années travaillées lors de sa retraite. Ce jeune est un exemple de réussite. Depuis 1998, il s'emploie à donner de l'éclat aux voitures. La peinture, c'est sa passion. À 32 ans, Bienvenue là-haut gagne sa vie. Au départ, là, ce n'était pas facile, mais j'ai serré ceinture. Avec Mobile Money, j'arrive à épargner un peu. Je mets au moins 1000 francs 500 par jour. Aller dans les maquis, les petites sorties là, je m'étais privé de tout. Je compte acheter moi-même un matériel pour pouvoir travailler, devenir un chef de patron, un chef de garage aussi un jour. Épargner, c'est difficile, mais pas impossible. L'Association professionnelle des banques et établissements financiers, APBFC,
donne des astuces. C'est d'abord une question de discipline personnelle. L'orthodoxie dit, en fait, sur votre salaire, vous devez utiliser un tiers pour s'occuper de tout ce qui est question de nourriture, se soigner, ses déplacements. Le deuxième tiers pour payer son loyer. Et le troisième tiers pour soit épargner, soit pour investir. Quand je dis investir, c'est par exemple l'acquisition d'une maison. Avec 28 banques et 2 établissements financiers, 691 agences et 975 guichets automatiques, le secteur bancaire offre d'énormes opportunités d'épargne aux acteurs des secteurs formels et informels avec des taux d'intérêt à partir de 3,5%. Le compte d'épargne est à 3,5, donc de façon réglementée, donc jusqu'à 10 millions de francs CFA. Et après, donc au-delà, c'est une entente avec le banquier. Au 31 décembre 2017, le total des dépôts des banques s'élevait à 7 262 milliards de francs CFA, soit 9% de plus qu'en décembre 2016. Pour faire la promotion de l'épargne, l'État accompagne le secteur privé à travers la Banque des dépôts du Trésor. Elle met à la disposition de ses clients des bons et obligations. Les intérêts liés à ces produits varient selon les échéances avec une souscription minimale de 10 000 francs CFA par bon ou obligation. Pour celui qui vient prendre un bon à 3 mois, il a un taux d'intérêt de 3,75%. Et à 6 mois, on a un taux de rémunération de 4,75%. À 1 an, on a 5% net d'impôt. Pour ce qui concerne les obligations du Trésor, on a 2 échéances, 3 ans, 5 ans, c'est un peu plus long. Mais c'est toujours 10 000 francs l'obligation. Donc toute personne peut venir souscrire à ces obligations. Et là, le taux d'intérêt est de 7,25% pour l'échéance de 3 ans et 8,25% pour l'échéance de 5 ans. Dans cette banque publique, l'ouverture du compte chèque, encore appelé compte courant, est directement rémunérée à 2%, à la différence des banques privées commerciales. La Banque des dépôts du Trésor ne fait pas de concurrence aux banques commerciales. Elle accompagne l'État dans sa politique d'inclusion financière et de bancarisation. Cette synergie d'action entre le secteur privé et la Banque des dépôts du Trésor devrait contribuer à augmenter le taux de bancarisation et partant l'épargne. Elle permet aux entreprises de financer les investissements à travers des prêts bancaires et à l'État de faire face à ses dépenses et dettes. Disons que l'épargne est une véritable source de mobilisation de ressources. Cette année, l'État recherche en interne 987,9 milliards de francs CFA sur un besoin global de financement de projets estimé à 2416,9 milliards de nos francs. Voilà le dossier EcoPlus consacré ce mardi à l'épargne. Une épargne qui permet donc de se réaliser. Et dans la lutte contre la pauvreté, le Conseil régional du Tchologo œuvre à l'autonomisation des jeunes et des femmes. À Ferkessédougou, une centaine de projets viennent d'être financés à hauteur de 45 millions de francs CFA. Kader Sogodogo. Une centaine de jeunes et de femmes issus des départements de Ouangolodougou, Ferkessédougou et Kong viennent de recevoir des chèques pour financer leurs projets. Un engagement pris par le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, il y a de cela 1 an. La lutte contre la pauvreté à travers l'autonomisation des jeunes et des femmes est l'option choisie par le ministre. Nous n'avons pas la prétention de trouver une solution définitive au chômage des jeunes et des femmes des populations vulnérables dans notre contexte. Toutefois, le programme des prêts et de dons que nous allons initier participe de notre ferme volonté et de notre engagement à tout mettre en œuvre pour résoudre l'épineux problème de l'insertion socio-économique des jeunes et des femmes. Il s'agit ici d'une toute première approche et certainement pas la dernière. C'est dire que d'autres actions et programmes vont suivre dans la perspective de devoir intégrer un maximum de jeunes dans les différents circuits de production de notre région par la création d'emplois ou d'autres activités génératrices de revenus. Pour les bénéficiaires, une nouvelle vie démarre ainsi. Un rêve devenu réalité. Des projets dans l'agro-pastoral, le commerce ou encore le transport vont ainsi démarrer pour impulser
une dynamique de développement dans le Djologo. La journée internationale de la femme est commémorée chaque année à la date du 8 mars. Elle s'inscrit dans la promotion des droits de la femme. Cette année, les femmes et les filles sont engagées à s'investir dans le numérique pour leur autonomisation. Les activités ont été lancées pour 2019. Sephora Zegui et Grace Kando. Bouaké, capitale de la région du Gbeke, choisie pour abriter l'édition 2019 de la Journée internationale de la femme. Le numérique, une solution pour l'autonomisation des femmes. C'est le thème autour duquel va se dérouler cet hommage rendu à la femme. Un thème qui vise à mieux orienter les efforts du gouvernement afin de permettre aux femmes de s'approprier le numérique pour développer leurs activités génératrices de revenus et parvenir à leur autonomisation. Pour plus d'équité, de justice sociale et de dynamisme économique, il est primordial de faire bénéficier à tous, sans exception, les avantages de la transformation numérique en cours. Le numérique peut permettre de réduire les inégalités entre l'homme et la femme et favoriser l'autonomisation des femmes. Pour cette année, un focus sera mis sur les femmes du vivrier, diverses activités telles que des panels, des campagnes médias et hors médias, des ateliers avec les femmes du vivrier, un espace d'exposition, d'appui conseil dénommé Village GIF sont prévus. La grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, présidente de la Journée internationale de la femme 2019, appelle les acteurs politiques à plus de retenue. La Journée de la femme est également l'occasion de réfléchir au rôle des femmes dans le dépassement des divisions qui traversent notre société. C'est devenu un cliché de dire que la femme donne la vie et qu'à ce titre, elle est toujours du côté de l'apaisement contre la violence. Nous avons hélas entendu ces derniers jours des propos d'une violence inouïe. À tous ceux que ces paroles ont blessés, en tant que femme, en tant que mère, je demande pardon. Instituée par les Nations Unies le 16 décembre 1977, la Journée internationale de la femme est une journée dédiée à la promotion des droits de la femme. Elle a pour but d'évaluer les progrès accomplis, d'appeler au changement en vue de l'atteinte de l'égalité homme-femme et l'autonomisation des femmes. Dans le domaine du foncier, l'agence foncière rurale AFOR est à nouveau en conclave. Les experts de la sécurisation foncière conviés à cette rencontre en 72 heures pour harmoniser les dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurisation du foncier rural. Au terme de cette rencontre, les participants devront s'assurer d'une parfaite concordance entre les dispositions du projet de loi de 1998 et celles de 2018 adoptées en Conseil des ministres et aussi du manuel des opérations de sécurisation foncière rurale. Toutes choses qui vont aider à une meilleure exploitation de cette loi du foncier rural, réduire les délais et les coûts d'obtention des titres fonciers. Grève des enseignants, nous vous annoncions hier qu'un chronogramme avait été mis en place pour permettre au ministère de l'Éducation nationale et aux syndicats de trouver un accord. Mais ce mardi, 2 formations syndicales ont quitté la table des négociations. Le Conseil consultatif de l'Éducation nationale s'est prononcé sur cette évolution de la situation. Grace Kando. 2 formations syndicales sur 3 se sont retirées de la table de négociation entamée ce lundi avec le ministère de l'Éducation nationale. Raison évoquée, marquer leur solidarité à un enseignant du supérieur qui aurait fait l'objet d'une arrestation. En suspendant leur participation ne serait-ce que d'un jour, ces formations syndicales mettent à mal le bon déroulement des discussions en cours. L'enseignant du supérieur qui aurait fait l'objet d'une arrestation dépend administrativement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, alors que la rencontre de dialogue qui a cours porte sur des questions relevant du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Dès lors, nous sommes en droit de nous interroger sur la pertinence et la cohérence d'une telle réaction de la part de nos partenaires. Selon le secrétaire permanent du Conseil consultatif de l'Éducation nationale, les négociations se poursuivent telles que prévues,
Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle reste convaincu que ceux qui ont suspendu leur participation vont revenir à la table de négociation. La réforme de la Commission électorale indépendante CEI est au cœur de l'actualité nationale. L'organisation non gouvernementale Civis Côte d'Ivoire a initié une conférence débat sur le sujet afin de faire des propositions adaptées pour une CEI acceptée de tous. Moussa Konaté. L'ONG Civis Côte d'Ivoire plaide pour une commission électorale indépendante composée d'acteurs de la société civile. Selon la structure, l'organe de gestion des élections en Côte d'Ivoire doit répondre aux principes d'indépendance et d'impartialité, ce qui va contribuer à obtenir une CEI acceptée de tous et aussi assurer la tenue des futures élections dans un climat de confiance. Pour nous, à partir du moment où c'est les hommes politiques qui cherchent le pouvoir et l'exercer, donc ils ne devraient pas être dans l'arbitrage. Nous souhaitons une CEI apolitique et nous souhaitons que ce soit des citoyens ivoiriens qui ont l'expérience des observations internationales, qui ont travaillé dans des organisations internationales des élections, qui soient membres de cette CEI. Créée en 2015, l'ONG Civis Côte d'Ivoire est une association d'éducation à la citoyenneté, à la promotion et à la défense des droits humains. La deuxième édition du dialogue interreligieux initié par l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire s'est tenue ce mardi. Les religieux sont réunis pour débattre des sujets allant dans le sens du renforcement de la cohésion sociale. Ahmed Traoré et Aboulaye Koné. Les rencontres sur le dialogue interreligieux dans une société plurielle est un cadre d'échange qui vise à rapprocher les différentes religions en vue de mieux se connaître et briser le mur de la méfiance. À sa deuxième édition, Eli Bentoura, ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire et initiateur de cette rencontre, se réjouit de la pertinence des travaux qui vont contribuer à renforcer la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Le dialogue et l'échange entre tous les partis sociaux sont toujours une variante positive. Nous pensons qu'un dialogue comme ça va porter beaucoup pour la cohésion sociale et pour l'entente entre l'un vers les autres. La ministre Maria Toukone, invitée spéciale de cette édition, a profité de l'occasion pour mettre en mission les leaders religieux de Côte d'Ivoire. La paix est le préalable à tout. Dans toutes les mosquées, dans les temples, dans les chapelles, qu'on puisse parler aux fidèles face à la montée de la violence que nous constatons ces derniers temps dans notre pays. Les guides religieux ont donc un rôle très important à jouer. C'est dans l'apaisement du climat social que nous pouvons obtenir le développement que nous souhaitons. Cette rencontre sur le dialogue interreligieux a été suivie de bout en bout par la Fondation Konrad Adenauer Stiftung et le Centre de recherche politique d'Abidjan. C'est une rencontre qui se tiendra du 19 au 22 février prochain. L'actualité internationale de ce mardi est marquée par le Cameroun. Au lendemain de l'enlèvement de plus de 200 élèves responsables d'un collège, 170 d'entre eux ont pu être libérés. L'identité des ravisseurs demeure inconnue. Ojon Télé Soro et Herman Guivé. Au Cameroun, les 170 élèves enlevés ont retrouvé la liberté avec eux des agents de sécurité, enseignants et enfants. Ils avaient été pris en captivité dans le nord-ouest du pays. Leur libération a été obtenue par des agents de l'église de cette localité qui, en échange, ont offert la promesse de fermer les portes de l'établissement. L'année dernière, en décembre, cette scène s'était produite dans cette même école. Des hommes armés avaient procédé à l'enlèvement d'élèves et d'enseignants. À Paris, ce mardi, l'on note une mobilisation de la classe politique française pour faire barrage à l'antisémitisme qui a pris de l'ampleur. Un rassemblement pour dire non à la discrimination et à l'hostilité prononcée à l'endroit des Juifs. Une marche initiée par le Parti socialiste qui compte la participation des partis politiques conviés. En Espagne, dans le nord du pays, plus de 700 personnes se sont mobilisées pour lutter contre une cinquantaine d'incendies. Aucune perte en vie humaine signalée. Le gouvernement de la Cantabrie a aussitôt attribué une origine criminelle au départ des flammes. 2 individus ont été interpellés dans le cadre de la recherche des causes de ces feux. La majorité des incendies ont eu lieu dans des zones inaccessibles.
L'industrie de la mode a perdu à ce jour l'une des figures les plus emblématiques. Le créateur allemand Karl Lagerfeld est décédé ce 19 février à Paris à l'âge de 85 ans. Il était le directeur artistique des maisons Chanel et Fendi et aussi de sa propre marque. Karl Lagerfeld était connu pour sa longévité, mais surtout pour sa polyvalence créative. Le couturier allemand a régné pendant plus de 60 ans sur la haute couture. Après ce journal, retrouvez l'émission Le Débat, le thème du jour. Qu'est-ce qui divise les oufouettistes? La Ciné-Fofana reçoit 2 représentants du PDCI RDA et 2 représentants du RHDP. Le face-à-face, c'est à 20h50 en direct. Merci d'avoir suivi ce journal. Retrouvez Marine Cognan à 23h. Bonsoir et à demain à 20h.